Je me tenais devant l'autel, ma robe blanche flottant comme un fantôme dans l'air chargé de l'église Saint-Germain-des-Prés. Et je sentis mon cœur se briser en 1000 éclats invisibles. Je ne peux pas faire ça, murmurai-je à voix basse. Mais assez fort pour que le prêtre s'arrête net, son regard passant de la surprise à l'inquiétude. Et alors que les invités retenaient leur souffle, je me tournai vers elle. Margot, assise au premier rang, ses yeux bleus me transperçant comme une lame. Et je sus que ces 9 minutes suivantes allaient tout changer. Irrémédiablement. Mon nom est Léna. Et tout a commencé il y a 5 ans. Dans les rues animées de Paris, où les rêves se mêlent aux ombres des immeubles haussmanniens. J'étais une jeune étudiante en littérature à la Sorbonne, pleine d'idéaux romantiques inspirés par Baudelaire et Rimbaud, cherchant désespérément un sens à ma vie trop ordonnée. Mes parents, des bourgeois conservateurs de la banlieue chic de Neuilly, m'avaient tracé un chemin tout droit, études brillantes, mariage avantageux, et une existence sans vagues. Mais le destin, ce farceur impitoyable, avait d'autres plans. C'était un après-midi pluvieux d'automne, les feuilles jaunies collant au pavé mouillé du quartier latin. J'entrai dans un petit café, le Procope, pour m'abriter de l'averse, et c'est là que je la vis pour la première fois. Margot était assise à une table près de la fenêtre, un livre de Simone de Beauvoir ouvert devant elle. Ses cheveux noirs coupés courts encadrant un visage anguleux, marqué par une intensité qui me frappa comme un coup de foudre. Elle leva les yeux, et nos regards se croisèrent un instant fugace, mais chargés d'une électricité que je n'avais jamais ressentie. « Excusez-moi. Est-ce que cette chaise est libre ?» demandai-je, ma voix tremblant légèrement sous le poids de cette attraction inexplicable. Elle sourit. Un sourire en coin qui révélait une assurance tranquille. « Bien sûr. Asseyez-vous. Je m'appelle Margot. »« Et vous ?» ?»« Léna, » répondis-je, m'installant en face d'elle. Nous parlâmes pendant des heures, de philosophie existentialiste à nos rêves les plus fous. Elle était professeure d'art à l'école des Beaux-Arts, originaire de Provence, avec un accent chantant qui évoquait les champs de lavande et les villages perchés. Margot avait cette façon de vous regarder qui vous faisait vous sentir unique, comme si le monde entier s'effaçait autour de vous. Au fil des semaines, nos rencontres devinrent régulières. Nous nous promenions le long de la Seine, débattant passionnément des rôles de genre dans la société française contemporaine. La liberté. Léna. C'est d'aimer s'enchaîne, me dit-elle un soir, alors que les lumières de la tour Eiffel scintillaient au loin. Ces mots résonnaient en moi, éveillant des sentiments que j'avais toujours réprimés. J'avais grandi dans un environnement où l'amour était une équation sociale, pas une explosion du cœur. Mais bientôt, ces sentiments prirent une tournure plus intime. Une soirée chez elle, dans son appartement bohème du Marais, rempli de toiles abstraites et de livres empilés, changea tout. Nous avions bu du vin rouge, ri de nos peurs enfantines, et soudain, ses doigts effleurèrent les miens. Mon pouce accéléra. Une chaleur inconnue m'envahit. « Margot. Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmurai-je, terrifiée et exaltée à la fois. « C'est nous. Léna. »« C'est réel, » répondit-elle, ses yeux plongeant dans les miens avec une vulnérabilité qui me désarma. Ce fut notre premier baiser, doux et hésitant, comme une promesse chuchotée dans le vent. À partir de ce moment, notre relation devint un secret bien gardé,
Un amour caché derrière les façades polies de la vie parisienne. Margot, avec son esprit libre, acceptait cette discrétion. Mais je sentais qu'elle en souffrait. Un jour, nous pourrons être nous-mêmes, me disait-elle. Mais je savais que mes parents, avec leurs valeurs traditionnelles ancrées dans la France catholique, ne comprendraient jamais. Les mois passèrent, et la pression familiale s'intensifia. Mon père, un avocat respecté, me présenta Antoine, un jeune banquier prometteur, issu d'une famille influente. C'est l'homme qu'il te faut, Léna. Stable, ambitieux, insistait-il. Antoine était charmant, attentionné, mais mon cœur appartenait déjà à Margot. Pourtant, par peur de décevoir, j'acceptais ses avances, commençant une relation qui n'était qu'une illusion. Margot le découvrit un soir, alors que nous nous disputions dans son appartement. « Comment peux-tu faire ça ? Me cacher comme une honte » cria-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. « Ce n'est pas ça. J'ai peur. » Margot. « Peur de tout perdre » répliquai-je, le cœur serré. « Et moi ? Alors ? Je perds quoi ? » Sa voix se brisa. Et elle partit en claquant la porte, me laissant seule avec mes remords. Nous nous réconciliâmes. Mais une fissure s'était créée. Je continuais à voir Antoine, planifiant même un mariage sous la pression familiale, tout en maintenant mon amour pour Margot dans l'ombre. C'était une double vie épuisante, remplie de mensonges et de culpabilité. Chaque fois que je voyais Margot, son regard hanté me rappelait le prix de ma lâcheté. Un jour, alors que le mariage approchait, Margot me confronta à nouveau. Choisis, Léna. Lui ou moi. Je ne peux plus vivre comme ça. Donne-moi du temps, suppliai-je. Mais au fond, je savais que le temps était mon ennemi. Les invitations furent envoyées, la robe choisie, et je me sentais comme une prisonnière marchant vers l'échafaud. La nuit avant le mariage, Margot m'appela. Je t'aime, Léna. Mais si tu l'épouses, c'est fini. Ces mots me hantèrent toute la nuit, me forçant à affronter la vérité, mon amour pour elle était plus fort que tout. Le jour J arriva. L'église emplie de fleurs et de murmures excités. Antoine se tenait là, souriant, inconscient du tourment qui bouillonnait en moi. Alors que le prêtre commençait la cérémonie, je vis Margot au premier rang, son visage pâle, ses yeux emplis d'une tristesse infinie. Et c'est là que tout bascula. Je ne peux pas, dis-je, ma voix résonnant dans le silence soudain. Les invités murmurèrent. Mon père fronça les sourcils. Antoine me regarda, confus. Quoi ? Je suis désolé. Antoine. Je t'apprécie. Mais mon cœur appartient à quelqu'un d'autre. Puis, me tournant vers Margot, je déclarai, c'est toi. Margot. C'est toujours toi. Un chaos s'ensuivit. Ma mère s'évanouit presque. Des cris fusèrent. Elle est folle, hurla une tante. Antoine, blessé, quitta l'hôtel. Mais Margot se leva, les larmes aux yeux, et s'approcha de moi. Tu l'as fait, murmura-t-elle, me prenant la main. 9 minutes plus tard,
Alors que l'église se vidait dans la confusion. Nous étions dehors, sous la pluie parisienne, embrassant notre liberté. Mais ce n'était que le début des épreuves. Les conséquences de ma révélation furent immédiates et dévastatrices. Mes parents, choqués et furieux, me coupèrent les vivres et refusèrent de me parler. Tu as humilié la famille, Léna. Comment as-tu pu, tonna mon père au téléphone. Sa voix tremblante de rage contenue. Antoine, lui, fut plus stoïque. Mais sa douleur était palpable. Je pensais que nous étions faits l'un pour l'autre, me dit-il lors d'une rencontre tendue dans un café. Mais je vois maintenant que ce n'était qu'une façade. Je m'excusai profusément, expliquant que j'avais lutté contre mes sentiments pendant des années. Ce n'est pas contre toi, Antoine. C'est moi qui ai été lâche. Margot et moi nous installâmes ensemble dans son appartement du Marais, essayant de construire une vie nouvelle. Les premiers jours furent euphoriques, promenades main dans la main le long des quais. Dîners romantiques éclairés à la bougie. Des conversations profondes jusqu'au petit matin. Enfin libre, murmurait-elle en m'embrassant le front. Mais la réalité nous rattrapa vite. Les ragots se répandirent dans notre cercle social. Des amis d'enfance me tournèrent le dos, invoquant des valeurs morales. Une collègue à la Sorbonne, où j'avais commencé un stage, me lança un regard méprisant. Je ne m'attendais pas à ça de ta part, Léna. Margot, avec son tempérament provençal fougueux, affrontait ses jugements avec défi. Qu'ils aillent au diable. Notre amour est plus fort que leurs préjugés, déclarait-elle. Pourtant, des doutes s'insinuèrent en moi. Étais-je prête pour cette vie? Avais-je détruit tout pour une illusion? Ces questions me rongeaient la nuit, alors que Margot dormait paisiblement à mes côtés. Un soir, lors d'une exposition d'art où Margot présentait ses œuvres, une ancienne amie à elle, Sophie, s'approcha. Sophie était une artiste flamboyante, aux cheveux teints en rouge et au rire contagieux. Elle semblait si complice, riant de souvenirs partagés. Une jalousie irrationnelle m'envahit. Qui est-elle? Demandai-je plus tard, d'une voix tendue. Une vieille amie. Rien de plus, répondit Margot. Mais son hésitation me fit douter. Les jours suivants, je découvris des messages anciens sur son téléphone innocent, mais évocateurs d'une intimité passée. Tu m'as manqué hier soir, avait écrit Sophie des mois auparavant. La confrontation fut explosive. Tu me caches des choses, Margot. Après tout ce que j'ai sacrifié? Ce n'est rien. C'était avant toi, répliqua-t-elle, les yeux flamboyants. Et toi? Tu as failli épouser un homme. Nos mots devinrent des armes, creusant des blessures profondes. Pour la première fois, je vis la fragilité sous son armure. Margot avait été abandonnée par sa famille en Provence pour les mêmes raisons. Et ma méfiance ravivait ses peurs. Nous nous réconciliâmes. Mais une ombre plana. Puis vint le coup fatal, un appel de ma mère. Ton père est malade? Léna. Un cancer. Il veut te voir? Mais, sans elle, le dilemme me déchira. Devais-je retourner auprès de ma famille? Renier mon amour pour apaiser un mourant? Ou rester fidèle à Margot? Au risque de perdre mon père à jamais? Je choisis de partir seule pour Neuilly. À l'hôpital, mon père, affaibli, me regarda avec des yeux emplis de regret.
Je t'aime. Ma fille. Mais je ne comprends pas. Et c'est. Papa. Pour moi, suppliai-je. Les larmes coulant. Il promit d'y réfléchir. Mais sa condition s'aggrava. Pendant ce temps, Margot se sentait abandonnée. Tu me laisses encore une fois, m'accusa-t-elle au téléphone. À mon retour, je la trouvai distante. J'ai besoin d'espace, dit-elle. C'est alors que je découvris la trahison. Des photos sur les réseaux sociaux montraient Margot avec Sophie. Bras dessus, bras dessous. Lors d'une soirée. Mon monde s'effondra. Comment as-tu pu, hurlai-je en rentrant. C'était une erreur. Léna. J'étais seule. Blessée, avoua-t-elle. Effondrée. La douleur fut insoutenable. Je partis. Errant dans les rues de Paris. Le cœur en miettes. Était-ce la fin? Ou pouvions-nous reconstruire sur les ruines? Des jours passèrent dans un brouillard de chagrin. Je logeais chez une amie, évitant les appels de Margot. Puis, un message, viens à l'exposition ce soir. J'ai quelque chose à te montrer. Curieuse malgré moi. J'y allais. L'exposition était dédiée à notre histoire, des toiles représentant nos moments intimes. Sans vulgarité. Mais avec une émotion brute. Au centre, une peinture de moi à l'autel, tournant le dos à l'avenir tracé pour choisir l'amour vrai. Margot s'approcha. Les yeux rougis. Je suis désolée. Sophie n'était qu'une distraction pour masquer ma peur de te perdre. Nous parlâmes toute la nuit, dénouant les nœuds de nos peurs. Je t'aime plus que tout, jurai-je. Mais le destin n'en avait pas fini. Mon père m'appela, viens avec elle. Je veux rencontrer la femme qui a capturé le cœur de ma fille. La rencontre entre Margot et mes parents fut un moment chargé de tension. Comme une scène sortie d'un roman de Victor Hugo. Où les passions humaines se heurtent aux conventions sociales. Nous nous rendîmes à Neuilly un dimanche après-midi. Le ciel gris de Paris reflétant mon appréhension. Ma mère nous ouvrit la porte. Son visage pincé masquant mal son malaise. Entrez, dit-elle d'une voix neutre. Mon père, alité dans le salon, nous regarda approcher. Ses yeux, affaiblis par la maladie, s'attardèrent sur Margot. Ainsi. C'est vous, murmura-t-il. Margot, avec sa grâce provençale, s'assit près de lui. Oui. Monsieur. Je m'appelle Margot. Et j'aime votre fille plus que tout au monde. Il y eut un silence lourd. Puis mon père soupira. J'ai passé ma vie à suivre les règles. Et regardez où ça m'a mené. Peut-être que l'amour n'a pas de règles. Ma mère, les larmes aux yeux, ajouta, nous avons eu tort de te juger. Léna. Ton bonheur est ce qui compte. Ce fut un début de réconciliation. Fragile mais réel. Margot et moi rentrâmes à Paris. Le cœur plus léger. Mais consciente que les cicatrices restaient. Pourtant, de nouveaux nuages s'amoncelaient. Margot reçut une offre d'emploi à Marseille, diriger une galerie d'art. C'est une opportunité en or, dit-elle. Excitée. Mais pour moi, cela signifiait une séparation. Et nous? Paris est notre vie, protestai-je. Viens avec moi. Léna. Quittons cette ville étouffante. Le choix était déchirant.
J'avais enfin retrouvé un équilibre à Paris, avec un emploi naissant en édition. Mes parents, maintenant plus ouverts, me soutenaient ici. Partir signifiait tout recommencer, risquer de perdre ce fragile lien familial. Nos discussions devinrent des batailles. Tu choisis encore la sécurité plutôt que nous, accusa Margot. Ce n'est pas ça. J'ai peur de l'inconnu, répliquai-je. La tension culmina lors d'une soirée orageuse. Si tu ne viens pas, c'est fini, lança-t-elle. Blessée, je partis en claquant la porte. Seule dans les rues, je repensais à notre parcours, de la rencontre fortuite à la révélation dramatique, en passant par la trahison et le pardon. Était-ce suffisant pour surmonter ça? Le lendemain, je reçus un appel de l'hôpital, mon père avait fait une rechute. Je me précipitai à son chevet. Ne fais pas comme moi, Léna. Suis ton cœur, murmura-t-il faiblement. Ces mots me frappèrent. Margot était mon cœur. Je l'appelai, je viens avec toi. Mais elle avait déjà accepté l'offre. Et dans l'émotion, elle avait renoué brièvement avec Sophie, qui vivait à Marseille. C'était une erreur stupide, avoua-t-elle quand je la confrontai. La trahison, une seconde fois, me brisa. Comment puis-je te faire confiance? Parce que je t'aime. Et que j'ai peur moi aussi, répondit-elle, en pleurs. Nous décidâmes de prendre du temps. Mais le destin intervint, mon père mourut paisiblement, laissant un testament où il léguait une somme pour soutenir l'amour de ma fille. Quel qu'il soit. Avec cet héritage, je pus envisager un nouveau départ. Mais la confiance érodée rendait tout compliqué. Margot partit pour Marseille, me laissant à Paris avec mes doutes. Les mois suivants furent un tourbillon de solitude et de réflexion. J'écrivais un journal, déversant mes émotions sur le papier, inspiré par les auteurs français qui avaient osé défier les normes. Un éditeur le remarqua et proposa de le publier. Pendant ce temps, Margot m'envoyait des lettres poignantes, chaque jour sans toi est une éternité. Reviens-moi. Mon livre, intitulé Les ombres de l'amour, devint un succès modeste, touchant ceux qui luttaient avec leur identité. Lors d'une séance de dédicace, Margot apparut, un bouquet de lavande à la main. Je suis revenue. Pour toi, dit-elle. Nous parlâmes, dénouant les fils de nos peurs. J'ai compris que l'amour vrai exige du courage constant, avouai-je. Elle hocha la tête. Et du pardon. Nous décidâmes de recommencer. À Paris, où tout avait commencé. Mais un secret enfoui refit surface, Margot m'avoua qu'avant moi, elle avait été mariée brièvement à un homme. Par convenance. Et qu'elle avait un enfant. Une fille de 5 ans. Élevée par sa sœur en Provence. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, demandai-je. Choquée. J'avais peur que tu me juges. Comme les autres. Cette révélation ajouta une couche de complexité. Étais-je prête à assumer un rôle parental? La petite Élise était adorable. Mais cela changeait tout. Rencontrer Élise fut un moment transformateur. Nous nous rendîmes en Provence, dans le village natal de Margot, perché sur une colline entourée de vignes et d'oliviers. La petite fille, avec ses boucles noires et ses yeux curieux, me regarda timidement. Tu es l'amie de maman, demanda-t-elle. Oui.
Et j'espère devenir plus, répondis-je. Le cœur battant. Margot observa la scène. Émue. Élise est ma plus grande joie. Et ma plus grande peur. Apprendre l'histoire de Margot approfondit mon amour. Elle avait épousé jeune, sous la pression familiale, mais avait divorcé quand elle avait compris sa véritable orientation. J'ai caché Élise pour te protéger de la complication, expliqua-t-elle. Mais ce secret avait creusé un fossé. Les mensonges nous détruisent, dis-je. Nous passâmes l'été en Provence, reconstruisant notre lien. Élise devint un pont entre nous, avec ses rires innocents chassant les ombres. Pourtant, des conflits surgissaient, la sœur de Margot, conservatrice, désapprouvait notre relation. Pense à l'enfant. Elle a besoin d'une famille normale, lança-t-elle lors d'un dîner tendu. Qu'est-ce qu'une famille normale? L'amour est ce qui compte, répliqua Margot. Ces mots résonnèrent en moi. Mais la pression sociale en France rurale était palpable. Des regards en coin au marché. Des murmures dans l'église. Je me sentais exposée. Vulnérable. Un jour, Élise tomba malade. Une fièvre banale mais effrayante. À l'hôpital d'Avignon, nous veillâmes à son chevet. Maman. Léna reste avec nous, murmura la petite. Oui. Ma chérie, répondit Margot, me serrant la main. Ce moment scella notre engagement. À notre retour à Paris, nous décidâmes d'officialiser un PACS, le pacte civil de solidarité, symbolisant notre union. Mais le passé revint hanter. Antoine, que je croyais derrière moi, réapparut. J'ai lu ton livre, Léna. Il m'a fait réfléchir. Je suis heureux pour toi. Sa gentillesse me toucha. Mais il ajouta, attention. Margot a une réputation. J'ai entendu des rumeurs. Intrigué. Je creusai. Des amis communs révélèrent que Margot avait eu plusieurs relations tumultueuses avant moi, marquées par des infidélités. La confrontation fut déchirante. Est-ce vrai? Oui. Mais c'était avant. J'ai changé pour toi, jura-t-elle. Les doutes revinrent, amplifiés par la responsabilité envers Élise. Et si tu recommences? Je ne le ferai pas. Crois-moi. Pour tester notre lien, nous partîmes en voyage à la Côte d'Azur, laissant Élise avec sa tante. Là, au bord de la mer Méditerranée, nous affrontâmes nos démons. J'ai peur de l'abandon, avouai-je. Et moi? De ne pas être assez, répondit-elle. Nos confessions nous rapprochèrent. Mais un incident brisa l'harmonie, une ancienne amante de Margot, croisée par hasard à Nice, flirta ouvertement. Margot la repoussa. Mais je vis rouge. Tu attires les problèmes, accusai-je. C'est toi qui doutes de tout. Nous rentrâmes en silence. La relation au bord du gouffre. Puis vint le haut-trahau, une lettre anonyme arriva, accusant Margot d'avoir menti sur la paternité d'Élise. Le père est toujours dans le tableau, disait-elle. Paniquée. Je la confrontai. Qui est le père? Un homme que j'ai aimé brièvement. Il a renoncé à ses droits. Mais la lettre provenait de la sœur de Margot. Jalouse et manipulatrice, cherchant à nous séparer. La révélation fut un choc. Ta propre sœur? Oui.
Elle ne supporte pas mon bonheur. Nous affrontâmes la sœur ensemble, défendant notre famille. Élise est à nous maintenant, déclarai-je. Ce conflit nous unit plus que jamais. De retour à Paris, nous organisâmes une petite cérémonie pour notre Pax, entourée d'amis ouverts d'esprit. Ma mère, veuve maintenant, y assista, un sourire timide aux lèvres. Ton père serait fier, dit-elle. La vie s'installa dans une routine douce, Élise à l'école, Margot à sa galerie, moi à mon écriture. Mais un dernier twist surgit, je découvris que j'étais enceinte. Non. Attendez. Impossible dans ce contexte. Non. Reformulons, un appel du père biologique d'Élise, réclamant des droits après des années d'absence. Je veux la voir, dit-il. Margot paniqua. Il ne peut pas nous l'enlever. Le combat judiciaire commença, stressant notre couple. Et si on perd, murmurai-je la nuit. Nous nous battrons, répondait-elle. Le procès fut un tourbillon d'émotions. Un drame digne des tribunaux parisiens où se jouent les destins humains. L'avocat du père? Un homme ambitieux? Peignit Margot comme instable, invoquant son passé. Une mère qui cache son enfant? Qui vit dans le péché, tonna-t-il. Notre avocate? Une femme combative? Riposta, l'amour n'a pas de genre. Cette famille est stable, aimante. Élise, interrogée par un juge bienveillant, déclara, je veux rester avec mes mamans. Le verdict tomba, les droits du père furent limités à des visites supervisées. Nous gagnâmes, mais épuisés. Cette épreuve nous transforma. Nous sommes plus fortes ensemble, dit Margot, m'embrassant tendrement. Les années passèrent. Élise grandit, épanouie dans notre foyer du Marais. Mon deuxième livre, inspiré de notre histoire, devint un best-seller, aidant d'autres à embrasser leur vérité. Un soir, alors que nous marchions le long de la Seine, Margot s'arrêta. Épouse-moi, Léna. Pour de vrai? Quand la loi le permettra pleinement. Le mariage pour tous était déjà légal en France. Mais nous voulions une cérémonie symbolique. Oui, répondis-je, les larmes de joie coulant. La cérémonie eut lieu dans un jardin provençal, entouré de lavande et de nos proches. Ma mère porta Élise, maintenant une adolescente, qui sourit fièrement. En regardant Margot, je repensais à ce jour fatidique à l'église, 9 minutes qui avaient tout changé. De la folie perçue à la liberté conquise. Notre amour avait triomphé des tempêtes. Aujourd'hui, nous vivons une vie riche de sens, défendant les droits LGBT dans une France en évolution. Les conflits passés nous ont rendus résilients, humains. Et si c'était à refaire? Je le referais. Car l'amour vrai, avec ses drames et ses révélations, est ce qui donne à la vie sa profondeur poétique.